Comment trouver le partenaire idéal? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle dans cette vidéo on va aborder le sujet du partenaire idéal, de l'homme idéal, du partenaire qui nous correspond, sous-entendu plus qu'un autre, plus que les autres, et de cette fameuse question qu'on peut avoir, de cette fameuse intuition qu'on peut avoir parfois, que quelqu'un nous correspond ou non, et dans lesquelles on peut tous parfois se perdre, sans savoir si on a raison ou sans savoir si des résistances inconscientes nous poussent à croire que certains hommes ne sont pas faits pour nous. Donc je vais détailler cette question-là dans la suite de la vidéo, mais avant, je voulais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, également en hypnose ericksonienne et praticienne en speed hypnose, deep hypnose et hypnose directive. En fait, toutes ces techniques-là, issues de la thérapie brève, me permettent d'accompagner les femmes depuis 2020 à s'aimer plus, c'est-à-dire à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles puissent être plus indépendantes dans leurs relations et qu'elles puissent finalement être plus épanouies avec les hommes et dans leur vie de manière générale. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou que ce soit l'émission S'aimer plus sur Spotify, pour les personnes qui nous écoutent via Spotify actuellement, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les prochains épisodes qui sortiront tous les jours de la semaine à 18 h. Voilà pour cette présentation. Sachez également qu'une formation offerte est possible pour vous, je l'ai enregistrée exprès pour vous. C'est une formation qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, et qui est faite pour les femmes qui ont envie de commencer à travailler sur elles mais qui ne savent pas comment faire, qui ne connaissent pas le coaching et qui ne savent pas vraiment comment est-ce qu'on se lance dedans, est-ce que c'est utile pour elles, est-ce que ça va marcher, quels sont les outils sur lesquels on peut travailler sur notre estime de nous, mieux comprendre nos relations. Et cette formation-là, elle a déjà aidé un bon millier de femmes à commencer à travailler sur elles pour renforcer leur estime d'elles-mêmes. Donc pour accéder à cette formation qui est offerte, il vous suffit de cliquer dans la description du podcast ou de la vidéo et de cliquer sur le deuxième lien qui est proposé. Après, vous aurez un formulaire à remplir et vous pourrez accéder directement à la formation. Alors la première chose que je voudrais aborder au sujet du partenaire idéal, c'est que mon propos dans cette vidéo, que je vais étayer, expliquer, donner des détails, des parenthèses, parce que tout n'est pas noir ou blanc, mais c'est que, en fait, je pense qu'il n'y a pas de partenaire idéal. Il n'y a pas de bonne personne pour vous, plus qu'une autre sur Terre, il n'y en a pas une qui vous correspond plus qu'une autre, mais que notre cerveau, parfois, et notamment notre ego, avec les peurs qui sont les nôtres, avec les expériences qui sont les nôtres, peut parfois nous faire croire que certaines personnes ne sont pas bonnes pour nous, alors que finalement, en prenant davantage le temps de les connaître, en se donnant aussi l'espace de voir comment cette personne peut nous combler aussi de bonheur et nous apporter quelque chose d'unique, elle pourrait nous correspondre. Et pour pouvoir débuter justement l'explication de ce propos-là, je voudrais vous citer une citation que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Florentine Dolnoy-Wang, qui parle justement des 15 clés de l'intelligence amoureuse et qui dit « Ton but n'est pas de trouver l'amour, mais de faire tomber tous les murs que tu as érigés contre lui. » Et ce que je trouve que cette citation exprime très bien, c'est que finalement, on se trompe quand on veut être quelque part étonné par l'amour. Des fois, on se place dans cette position d'attente où on se dit que c'est à l'autre de nous prouver qu'il est le bon. Sauf que quand on est dans cette posture-là, on est dans une posture d'évaluation et donc finalement une posture qui est d'observateur critique, déjà en train de se demander qu'est-ce que l'autre peut bien faire ou peut mal faire, et finalement on n'est pas dans l'expérience de la rencontre, en train de lâcher prise et en train de donner sa chance à l'autre pour regarder où est sa merveille, où est son unicité. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous donner, mais l'exemple que j'aime le plus donner, c'est l'exemple de ma meilleure amie qui, quand elle a rencontré son conjoint, au début, elle l'a vu comme un ami, elle ne s'est pas tout de suite projetée avec lui, notamment parce que physiquement, c'était pas forcément l'homme qui l'attirait le plus. Et puis finalement,
en s'ouvrant à cette personne-là, d'abord sur le point de vue amical, sans forcément s'imaginer quelque chose, elle s'est rendue compte que cette personne-là, elle avait tous les critères qu'elle recherchait depuis des années chez un homme. Sauf que toutes les résistances qu'elle s'était mises par rapport à l'âge, par rapport au physique, par rapport au statut de cette personne-là, lui empêchaient de voir que cette personne pourrait être un partenaire pour elle. Et donc finalement, à constamment chercher un partenaire bon pour nous, en se mettant nous au-dessus, on peut parfois finalement en oublier que c'est aussi à nous de se rendre accessible pour l'être aimé et que c'est aussi à nous de travailler à être le bon partenaire. Donc moi, finalement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, dans le fond, comment dire, je trouve que l'attirance qu'on ressent pour quelqu'un, et c'est peut-être assez paradoxal ce que je vais dire, mais pour moi, les relations sont faites de paradoxes. Moi, ce que je pense, c'est que au fond, quand vous ressentez qu'une personne ne vous attire pas du tout, que vraiment vous ressentez qu'il n'y a pas d'attirance, que vous vous forcez, que physiquement ça ne vous plaît pas, que intellectuellement il n'y a pas cette connexion, si vous êtes intimement persuadé que la personne ne vous convient pas, ne vous forcez pas. Ça ne sert à rien de vous faire des nœuds au cerveau parce que vous allez chercher une raison inconsciente selon laquelle vous pouvez peut-être vous tromper. Mais si vous sentez que dans cette résistance, il y a peut-être un petit peu plus de tabou et de résistance et d'empêchement et d'incapacité à s'ouvrir à l'autre que de réels rejets profonds de ce que vous avez en face de vous, ben ça peut être intéressant de se laisser le temps d'expérimenter la rencontre, de connaître la personne pour savoir, attends, est-ce que ce qui me réfrène, c'est que vraiment cette personne ne me correspond pas parce que elle est tellement différente de moi, on a tellement des univers différents, on n'a tellement pas les mêmes valeurs en commun, on n'a pas la même manière de communiquer. Et encore, tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui peuvent être reconsidérées parce qu'il y a des couples qui sont très heureux en ayant accueilli la différence totale de l'autre par rapport à eux. Ou est-ce que finalement, dans ce rejet de l'autre, il n'y a pas aussi de la peur? Et pour ça, pour pouvoir analyser ça, il faut forcément expérimenter la rencontre sans forcément faire des promesses à l'autre, mais se donner le temps et la sincérité d'aller regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je ressens un dégoût, un rejet, une indifférence totale à ce qu'est l'autre, à ce qu'il représente, à ce qu'il me donne? Ou est-ce que finalement il n'y aurait pas un petit peu de peur, d'appréhension, de quelque chose que je ne connais pas, ou de quelque chose que je ne m'autorise pas à vivre parce que je me dis que c'est pas bien? Et c'est là que l'analyse de soi-même, de ce qu'on ressent et de ses pensées, elle est intéressante parce que si le fait de rejeter l'autre dépend de vos propres attentes démesurées, mentales, calculées, qui s'attendent à voir un être parfait, évident, idéal arriver sur son grand cheval blanc, bah là ça peut être utile de se donner un espace en plus et je trouve un espace de réflexion où on se dit finalement est-ce que je suis esclave de ces croyances-là, de ces attentes-là, ou est-ce que ça me sert dans mes relations amoureuses? Mais effectivement, si vous sentez que profondément vous n'êtes pas attiré par la personne, le but c'est pas non plus de se forcer parce qu'il y a des personnes qui nous touchent plus ou moins, qui nous parlent plus ou moins, qui nous attirent plus ou moins. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que je peux être la bonne personne pour trouver une personne à découvrir et à aimer telle qu'elle est. Et oui, si je suis en position d'attente et d'observatrice, j'attends que l'autre m'apporte ce dont j'ai besoin. Donc en fait, moi, je ne suis même pas dans une posture d'amour inconditionnel. J'attends de l'amour inconditionnel de la part de l'autre, mais moi-même, je ne le suis pas. Alors que si je me prédestine à être la personne que je veux découvrir et dont j'attends justement de l'amour inconditionnel, de la découverte, du non-jugement, c'est là que je vais être dans un état d'esprit qui est plus apte à rencontrer quelqu'un. Donc effectivement, avec certaines personnes, on va avoir plus d'accroche, de l'attirance, des points communs, un passé commun, des ambitions communes, et encore, tout ça, ça ne définit pas la bonne personne. Je pense que pour pouvoir se rencontrer, et c'est pas encore vrai pour tout le monde, mais je pense que c'est naturel de rechercher des points communs. Et je pense pas quand même que ce soit la définition d'une personne qui nous correspond, parce qu'il y a des personnes très différentes qui s'aiment et qui sont très bien ensemble. Mais je trouve qu'on peut tous prendre exemple sur ces personnes-là, dans le sens où c'est des personnes qui sont capables de s'ouvrir
à quelque chose de différent sans juger. Et donc, c'est des personnes qui, pour moi, ont une grande liberté d'esprit dans la rencontre. Donc finalement, si je devais définir ce qu'est la bonne personne, pour moi, c'est la personne humaine que vous allez vous autoriser à découvrir dans sa merveille et à choisir pour qu'elle soit unique à vos yeux et que votre engagement soit fort. En fait, pour moi, finalement, alors vous allez me dire, Chloé, tu ramènes tout à l'hypnose, mais juste pour le petit élément de contexte, en hypnose, on dit souvent que toute hypnose est auto-hypnose. Et toute suggestion qui est prise d'ailleurs et tout changement qui est effectué sous hypnose dépend de la personne dans la mesure où c'est elle qui va s'autoriser à prendre la suggestion. Par exemple, tu as une valeur unique et tu es une femme exceptionnelle. La personne qui y croit, c'est une personne qui, de manière consciente ou inconsciente, va s'autoriser à prendre cette suggestion et à se la faire vraie pour elle parce que c'est juste et bon. Et bien pour moi, les rencontres, c'est à peu près la même chose. J'ai rencontré certaines personnes en coaching qui ne se donnaient pas cette autorisation à découvrir l'autre tel qu'il est, au-delà de tous les masques que la personne se mettait. Ça ne veut pas dire que la personne elle est mauvaise, mais ça veut peut-être dire que dans cette étape de sa vie, ou dans sa vie tout court, bah, une de ses quêtes et une de ses difficultés, c'est de s'autoriser à se confronter à son ego, à son mental, et à voir au-delà. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Les personnes qui ont des résistances énormes et qui ont une estime d'elles-mêmes qui est construite sur le jugement, c'est-à-dire le fait de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je veux pas, ça me correspond, ça me correspond pas, ça peut avoir énormément d'effets, ressources dans leur vie de manière générale, mais dans leur vie amoureuse, ça peut les bloquer. Et moi, je trouve que c'est dommage, mais en même temps, c'est chacun son rythme et chacun son apprentissage. Et ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est que pour moi, la bonne personne, c'est avant tout le choix d'en faire une bonne personne. Et la relation, elle vous forme à ça. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, généralement, si on devait faire une généralité, on est plutôt dans une phase de séduction, de projection énorme, d'idéalisation de l'être aimé. Et donc au début, on ne se pose pas cette question-là parce que notre amoureux, il est exceptionnel. Vers la 2e, 3e année, où on commence à habiter ensemble et à vraiment faire connaissance de qui est l'autre, on est plutôt dans une phase dite de différenciation et de confrontation, où on se rend compte que la personne, en fait, elle est complètement différente de ce qu'on imaginait. Et en fait, on apprend juste à la connaître humainement, dans ses parts d'ombre comme de faiblesse, et même si on entend ça tout le temps, c'est très difficile, c'est une période qui peut faire en sorte que beaucoup de couples se séparent. Et les couples qui arrivent à se maintenir ensemble, à renforcer leur engagement, à devenir plus forts, plus amoureux, c'est des couples qui, à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, en arrivent au constat que tu seras jamais parfait, tu auras tout le temps des défauts, tu vas m'agacer, mais je vais faire en sorte que tu sois la bonne personne. Est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? On s'en fiche en fait. Tout ça, ce ne sont que des histoires qu'on se raconte et ce n'est qu'une vérité qu'on va se raconter. Sauf qu'à un moment donné, c'est utile de se dire, bah moi j'ai un choix dans cette relation, j'ai une responsabilité et ma responsabilité, c'est de choisir mon partenaire. Et c'est de le choisir complètement tel qu'il est et de renforcer mon engagement envers cette personne-là. Bien sûr, on peut s'améliorer, bien sûr, on peut suggérer à l'autre de changer, mais fondamentalement, je ne vais pas changer la personne qu'il est et mon rôle n'est pas de le changer. Mon rôle, c'est de m'adapter à lui comme il va s'adapter à moi pour qu'on puisse évoluer ensemble main dans la main. Donc du coup, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est maintenant dans tout ce lot de bonnes personnes potentielles, qu'est-ce qui vous correspond le plus? De quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Et vers où votre cœur se dirige naturellement? Et c'est pour ça qu'il y a aussi une part d'intuition, on va pas se mentir. Il y a des personnes qui vont plus vous parler que d'autres. Et c'est ok en fait. Mais partez du principe que une grande majorité des personnes que vous rencontrez peuvent être des bonnes personnes. Mais dans tout ce lot de bonnes personnes, qu'il faudra choisir telles qu'elles sont, parce que la relation va vous éprouver et va de toute façon vous montrer que la meilleure personne pour vous, c'est aussi la personne qui est la meilleure pour vous agacer parce qu'en fait elle détient toutes les parts d'ombre qui vont vous faire travailler sur vous, il faudra la choisir. Donc parmi toutes ces bonnes personnes, vers où vous dicte votre cœur? Qu'est-ce qui vous touche chez quelqu'un?
de quoi vous avez besoin. Moi par exemple, je pense que j'ai besoin d'une personne qui profondément va prendre soin de ma petite fille intérieure. Je pense que ce qui me touche le plus et ce dont j'ai le plus besoin, parce qu'on a tous des besoins humains, des besoins affectifs, des besoins qui sont issus de notre histoire, de nos cicatrices émotionnelles. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de me prendre dans ses bras, et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore les câlins avec mon chéri, c'est très important pour moi, qui est capable de m'accueillir dans ma vulnérabilité et à un moment donné, de s'occuper de moi comme si à un certain moment, j'étais un petit oiseau tombé du nid et qu'il fallait s'occuper de moi. Et ça, c'est un truc qui me touche et c'est quelque chose qui fait que c'est la bonne personne pour moi et je me sens bien à ce moment-là. Donc, ne cherchez pas l'herbe plus verte, il n'y en aura pas. Et je donnerai cette phrase que j'en ai entendu pas mal de fois auprès de Solène, si je passe par là, ou même de Lucie, une love coach, une thérapeute de couple sur Instagram, qui dit finalement il n'y a pas d'herbe plus verte ailleurs, mais l'herbe la plus verte c'est celle que tu arroses. C'est tout bête, mais je pense que c'est complètement vrai. Voilà pour cette vidéo et pour cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Un pouce vers le haut, 5 étoiles sur Spotify pour pousser le message et pousser le podcast qui soit plus vu, plus entendu. Pour les personnes qui veulent faire une session de thérapie brève, de coaching, d'hypnose, de PNL, au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai également certifiée en DNR, donc tout ce qui va être le traitement des traumas complexes avec les mouvements oculaires, qui est une version améliorée de l'EMDR, et notamment en constellation familiale. Donc j'ai encore plus d'outils à l'heure où vous regardez cette vidéo. Une séance de thérapie brève, c'est très intense, c'est très transformateur. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous faire changer, vous faire bouger. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui va vous emmener justement vers la réservation d'un appel de coaching offert qui dure au moins 30 minutes, dans lequel on va faire connaissance, je vais vous poser certaines questions sur votre problématique et je vais vous expliquer comment est-ce que je peux vous accompagner en vous proposant une première session. Vous avez aussi dans la description de la vidéo et du podcast toute une description sur les formations que vous pouvez faire. Donc j'ai des petites formations très accessibles et ciblées sur des sujets précis. Rupture amoureuse, amour de soi, relations toxiques, relations homme-femme et aussi dépendance émotionnelle. Donc des petites formations ciblées et puis une grande formation sur la dépendance émotionnelle qui dure entre 3 et 6 mois. Et qui est vraiment très complète sur ce sujet-là. Tout est dans la description, je vous laisse aller regarder. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Vous avez tous mes réseaux ici et tous les liens de mes réseaux en description. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.